Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles causeries avec Pascal Cazotte. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Alors Pascal, en ce mois de juin, on avait envie de parler d'hommes sauvages et de Bigfoot sur Miasme TV. On a eu Elisabeth de Caligny il y a quelques jours qui a fait un focus en particulier sur Zana et les Almasty. Et on voulait voir voilà, avec toi, pour compléter ce tour d'horizon de ces hommes sauvages, plus particulièrement le Bigfoot, et puis on fera aussi un petit peu un tour du monde et on s'arrêtera en France. Voilà. Voilà, absolument. Alors, bon, bien sûr, la cryptozoologie, c'est une vieille passion, hein. Je me suis intéressé à l'ufologie, à la cryptozoologie pratiquement au même moment, hein. Et donc, je reviens à mes premiers amours là avec cette émission sur les hommes sauvages et en particulier donc sur le Bigfoot. Alors, je vais te rappeler d'abord, enfin plutôt pas te rappeler, non, non, te parler d'une petite anecdote concernant une conférence que j'avais donnée il y a déjà de nombreuses années hein, sur ce sujet. C'était en Aveyron, c'était un soir. Il y avait une assistante d'environ une cinquantaine de personnes hein, qui assistaient à cette conférence sur la cryptozoologie. Donc, alors la cryptozoologie, rappelons que c'est la science des animaux, mais non reconnue par la science officielle. C'est la science des animaux cachés parce que cryptozoologie, bon, zoologie, tout le monde connaît ce terme, mais il y a aussi le mot cryptos, crypto, je veux dire, qui vient du grec cryptos, qui signifie caché. Donc c'est la science des animaux cachés, la cryptozoologie. Et le père de cette science n'est autre que Banner Wellmans, qui était un zoologue belge qui est malheureusement décédé et à qui nous devons beaucoup hein, parce que c'est vraiment lui qui a créé cette discipline et d'ailleurs je regrette qu'en France on n'en fasse pas plus état que ça. Il y a bien quelques associations qui s'intéressent à ce sujet mais bon ça reste vraiment assez intimiste. Bon, il y a eu des auteurs bien sûr qui ont écrit des ouvrages, mais quand je vois par exemple, je crois que c'est à l'université de Chicago, ils ont carrément une chaire consacrée à la cryptozoologie. Donc, on a vraiment du retard en France à ce niveau-là. Pascal, je veux juste faire une petite parenthèse. Est-ce que l'étude des licornes, par exemple, ou de tous ces animaux fantastiques, ça rentre dans la cryptozoologie, ou est-ce que c'est plutôt de la tératologie ou une autre science? Non, ce n'est pas du tout de la cryptozoologie parce que de toute façon, la cryptozoologie se base sur des témoignages. Donc, on part du principe que ces créatures existent véritablement, hein. Et puis, on n'a pas que des témoignages, on a des traces au sol, on a des poils, par exemple, hein, qu'on retrouve et qu'on analyse et qui ne correspondent à aucune espèce reconnue à l'heure actuelle. On a aussi des excréments, on a plusieurs éléments, si tu veux, qui viennent attester de la réalité de ces créatures, hein. Donc rien à voir avec la licorne, naturellement, hein. Bien que la licorne ait une place de choix, on va dire, dans les bestiaires médiévaux, mais à l'époque, au Moyen Âge, ceux qui écrivaient ces bestiaires en prenaient un peu à leur aise avec la réalité de ces créatures, quoi, voilà. Donc, on va parler donc ce soir principalement donc de la problématique des hommes sauvages et du Bigfoot. Alors, je tiens à préciser donc que j'avais commencé à te dire que j'avais fait une conférence déjà sur ce sujet, mais il y a de nombreuses années. Et parmi l'assistance, il y avait environ à peu près une cinquantaine de personnes. Il y avait trois messieurs là qui étaient fous furieux lorsque j'ai voulu aborder la problématique des hommes sauvages. Quand j'ai parlé préalablement, par exemple, du monstre du Loch Ness, des choses, enfin des créatures de ce type, aucun problème, ça passait comme une lettre à poste, on va dire. Mais dès que j'ai voulu aborder la problématique des hommes sauvages, mais c'est fou là, l'agressivité des gens, le lever de bouclier, comme si c'était quelque chose qui était insupportable pour eux. La seule idée de penser donc que de telles créatures aient pu exister dans le passé et peut-être bien sûr actuellement donc de nos jours.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est un sujet très très sensible, hein, on peut dire, hein, et je comprends pas pourquoi est-ce que ça les effraie de penser qu'il y ait des êtres qui soient à la limite de l'humain et de l'animal. Est-ce que je sais pas, là, je comprends pas, mais c'est vrai que là, quand j'avais abordé donc cette problématique-là, j'étais attaqué, je te dis, par deux trois bonhommes là qui n'arrêtaient pas, qui voulaient rien entendre là-dessus. Hein. C'était incroyable. Hein. C'est alors pourtant c'est une problématique qui existe et que, comme on va le voir, on a une multitude de témoignages, on a des preuves vraiment de l'existence de ces créatures. Alors ça gêne parce que je vais même te dire quelque chose. Le fameux chaînon manquant que qu'on cherche depuis pratiquement des siècles, serait effectivement dans une de ces créatures, vraisemblablement, hein, parce qu'il a bien fallu faire donc le passage de l'animal à l'homme. Alors, est-ce que justement ces hommes sauvages ne constitueraient pas le fameux chaînon manquant que l'on cherche, que les scientifiques cherchent depuis si longtemps, hein. Voilà. Oui, ça peut être une théorie, effectivement. Alors, donc, il faut savoir que la première fois qu'on a entendu parler, on va dire, d'une façon internationale de ces hommes sauvages, ça a été avec le fameux Yéti, hein, donc dont tout le monde a entendu parler, l'abominable homme des neiges, qui était d'ailleurs une dénomination qui est complètement erronée parce que en fait c'est une mauvaise traduction d'un télégramme qui a donné ce terme d'abominable homme des neiges. En fait, c'était pas du tout comme ça qu'on voulait le traduire au départ. Donc le Yéti, qui est censé donc hanter les montagnes de l'Himalaya, c'est en 1951 qu'on a eu donc vent de son existence. Ça a fait le tour du monde. Hein. C'est un alpiniste, Eric Shipton, hein, qui était un alpiniste donc d'origine britannique, qui explorait donc ces montagnes himalayennes, et il a trouvé une piste avec une multitude de traces de pas, de pas de pieds nus, mais énormes, avec donc des orteils démesurés, des enjambées aussi gigantesques. Et d'ailleurs, il y a la fameuse photo que tout le monde connaît, où il a posé son piolet à côté d'une de ces traces. Et on voit que le piolet, il est pas plus grand que les traces laissées par le Yéti. Ça, j'ai des images qui me reviennent quand tu dis ça. Je pense à Hergé et Tintin au Tibet, hein, où il y a effectivement aussi, on voit ces traces, le capitaine Haddock qui laisse son piolet. C'est d'ailleurs, Hergé suivait vraiment l'actualité parce qu'il a sorti son album en 1960 et tu dis que la découverte c'était 1951. Donc c'était vraiment très proche. Hein. Ah oui, il était très inspiré, bien sûr, par ça. Mais d'ailleurs, il faut reconnaître quelque chose à Hergé, c'est qu'il a été quelque part un visionnaire dans son domaine. Hein, quand on voit, et puis il s'intéressait bien sûr à tous ces sujets maudits. Hein, il s'intéressait aussi aux extraterrestres. Il s'intéressait donc bien sûr au Yéti, comme on vient de l'énoncer. Donc Hergé, vraiment, il a fait des bandes dessinées vraiment très très intéressantes, et ça reste des choses dont on se souviendra toujours. Moi, ça a bercé mon enfance, hein, bien sûr, les BD d'Hergé. Voilà, euh, on doit beaucoup aussi à cet auteur, ça, c'est sûr. Hein. Alors, donc, j'ai parlé du Yéti. Alors, il faut également que les gens sachent qu'il existe des hommes sauvages, mais alors dans le monde entier. Hein. Parce qu'on a également l'Almastie dans le Caucase. Alors l'Almastie, la grande spécialiste de l'Almastie, c'était Marie-Jeanne Kaufmann, hein, qui a étudié cette créature pendant une cinquantaine d'années environ. Alors, elle a recueilli quantité de témoignages. C'est là d'ailleurs qu'elle a appris qu'au XIXe siècle, il y avait une communauté carrément d'Almastie qui était très très importante, puisqu'elle nous a dit, Jean Kaufmann,
lors d'un témoignage qu'elle a recueilli. Donc un Caucasien lui avait dit dans une vallée qu'ils avaient carrément une communauté d'Almasty. Il disait d'ailleurs là c'était notre village, enfin ici c'était notre village et là-bas c'était le leur. Hein. C'est pour dire comme c'était très très important encore le nombre d'Almasty qu'il y avait donc vers cette fin du XIXe siècle. Et puis on a le fameux exemple de Zana. Bon, je ne vais pas développer puisque Elisabeth de Caligny donc en aura abondamment Voilà. parlé, j'imagine. Donc voilà. Euh, C'est ça, vous pouvez retrouver donc la dernière petite histoire extraordinaire d'Elisabeth de Caligny, où vraiment pendant 1 heure, on a parlé de Zana, de sa descendance, c'est vraiment très très intéressant. Alors, donc, on a parlé de la Mastille, il y a aussi le Barmanou qui se trouverait au nord du Pakistan, hein, nord du Pakistan, peut-être aussi nord-est de l'Afghanistan, enfin surtout le nord du Pakistan, et le grand spécialiste du Barmanou, qui a fait découvrir d'ailleurs le Barmanou à la communauté internationale, c'était Jordi Margraner. Malheureusement, il est décédé, il a été assassiné, hein. Ça, c'était une perte aussi pour le monde de la cryptozoologie parce que Journée Berganer, c'était vraiment un zoologiste chevronné, un grand expert dans son domaine. Et c'était vraiment une perte. Hein. Il avait réuni énormément de témoignages sur le Barmanou. Il avait dressé des croquis, etc., suivant les témoignages qu'il avait recueillis. Et il a été malheureusement assassiné. Je crois d'ailleurs qu'il a été égorgé. Hein. Ça a été terrible. Sa mort, il a été égorgé dans un petit village du Pakistan, dans la maison qu'il habitait à l'époque. Et je pense que c'était un meurtre qui avait été commis par des intégristes religieux, je crois. Enfin bon, voilà. Enfin, on n'en sait pas plus, voilà. Et alors, il y a le Barmanou, donc dont je viens de parler. Il y a également le Yui en Australie. Il y a aussi le Yiren chinois. Enfin, on peut dire que tous les continents ont le rhum sauvage. Voilà. Et bien sûr, il y a l'Amérique du Nord avec le fameux Bigfoot. Alors le Bigfoot, c'est une créature qui hanterait, mais vraiment tout le territoire de l'Amérique du Nord, parce que on en aurait aperçu du Canada jusqu'au Mexique, ce qui n'est pas rien, et de la côte pacifique jusqu'en Pennsylvanie. Hein. Donc ça couvre vraiment tout le territoire nord-américain. Et on a des milliers de témoignages sur le Bigfoot. Alors, je vais en rappeler quelques-uns. Alors, au niveau du Bigfoot, j'ai essayé de dresser un peu le portrait robot de cette créature au vu de tous les témoignages qui sont parvenus jusqu'à nous. Alors, j'ai fait un petit résumé hein, pour présenter le Bigfoot. Alors, le Bigfoot, ça veut dire grand pied, hein, bien sûr, en anglais. Et sinon, les Amérindiens de la Colombie-Britannique l'appellent le Sasquatch. Le Sasquatch, donc dans leur langue, ça signifie l'homme sauvage des bois, en gros, hein, ça veut dire à peu près ça. Alors, le Bigfoot, taille moyenne 2,30 m. C'est pas un petit gabarit. Hein. Poids 250 kg. Alors ça, tout ça, ce sont des moyennes. Hein. Bras longs pouvant descendre jusqu'aux genoux. Épaules larges, dos voûté, très grande cage thoracique, absence apparente de cou, c'est-à-dire que la tête semble reposer directement sur les épaules. Hein. Front fuyant, nez large, menton saillant, le corps est entièrement recouvert de poils allant de la couleur brun-rouge jusqu'au noir le plus sombre. Voilà. Alors d'ailleurs, je t'ai communiqué la fameuse photo d'un Bigfoot femelle, hein, tirée du film de Patterson, dont je vais parler tout à l'heure. Et donc c'est cette photo tirée de ce film est tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, beaucoup d'experts se sont penchés sur ce film dont je parlerai tout à l'heure. Et
aucun trucage n'a pu être prouvé, n'a pu être établi. Il y a vraiment une authenticité de ce film, comme nous le verrons tout à l'heure. Alors, le Bigfoot, on a commencé à en parler officiellement, bien sûr, en 1958. C'est un petit journal local qui s'appelle le Humboldt Times de la petite ville d'Eureka. C'est dans l'extrême nord de la Californie, qui a révélé cette histoire le 6 octobre 1958. Mais en fait, les témoignages de Bigfoot, on en a eu bien avant, comme je le rappellerai tout à l'heure. Et puis les Amérindiens connaissaient cette créature aussi depuis des temps immémoriaux. Hein. Alors, par contre, il est arrivé sous les feux de la rampe, le Bigfoot, donc comme je l'ai dit en 1958. Tout a commencé un jour du mois d'août 1958, le 27 août pour être précis. On est donc dans l'extrême nord de la Californie, comme je disais, et on n'est pas très loin de la vallée de Buff Creek, dont je parlerai tout à l'heure aussi, parce que c'est là où a été pris bien sûr le fameux film de Patterson, à Bluff Creek. Alors, près de Bluff Creek, donc, on a une zone boisée inexplorée, on va dire, en 1958, et on a donc un entrepreneur de travaux publics là qui est en train de tracer une route dans cette zone sauvage. Et le matin du 27 août 1958, on a un ouvrier qui s'appelle Jerry Crew, qui est le conducteur d'un bulldozer. Il prend son poste le matin, il va monter donc sur son engin, et il s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'empreintes autour de son véhicule, mais pas des empreintes ordinaires. Ce sont des empreintes de pas nus, et démesurément longue. Elle mesure 42,5 cm de long, ce qui est colossal, pour 17 cm de large. Donc ce sont des empreintes colossales. Alors déjà, elle est très étonnée de trouver ça, mais bon, il a son travail à faire, et puis sur le coup, bon, il laisse un petit peu tomber cette affaire-là. Mais quelques jours plus tard, on s'aperçoit que la créature est revenue et commence à s'en prendre au matériel. Une roue d'un gros engin, une roue de pelleteuse de 315 kilos, a été soulevée, transportée et jetée au fond d'un ravin. Ah, ça commence à devenir un petit peu inquiétant, parce que on a donc des sabotages qui apparaissent sur le sentier, sur le chantier, pardon. Ensuite, on se trouve au début du mois d'octobre 1958, le 2 octobre, Jerry Crew trouve des empreintes, mais alors d'une netteté incroyable, parce que il a plu, sur le chantier il y a de la boue, et il a eu la bonne idée d'apporter avec lui du plâtre de Paris, pour faire un moulage des empreintes. Et ces empreintes, il compte les montrer à un ami qui habite donc la petite ville de Reka. Un journaliste, avant de cette affaire, lui demande de passer au journal. Et c'est là où il va le prendre en photo, Jericho, avec ses fameuses empreintes, donc démesurées, qui mesurent plus de 42 cm de long. Et le titre de l'article du journal, ça sera le Bigfoot, grand pied, donc voilà. Et le Bigfoot officiellement est né donc à cette époque-là, en 1958. Alors l'histoire de cette créature qui vient visiter le chantier la nuit ne s'arrête pas là, parce que le directeur du chantier, pour lui, c'est quand même une affaire qui est très très ennuyeuse, puisque en plus il y a des dégradations qui sont faites. Alors il pense d'ailleurs, il pense pas que ce soit une créature comme le Bigfoot, il pense que c'est carrément un acte de sabotage délibéré par des gens qui souhaitent donc lui porter préjudice. Il en va engager donc 2 chasseurs.
Alors, ces chasseurs, on connaît leur nom et ils s'appellent Ray Keir et Bob Brisley. Et il va leur demander de faire des rondes la nuit avec leurs fusils, voilà. Et fin octobre, ils sont dans leur véhicule et leur phare éclaire une créature gigantesque qui est au départ positionnée de façon accroupie et elle se redresse, c'est un géant. Et en l'espace de 2 bonds, il va franchir la route qui fait 6 mètres de large. Hein. En 2 bonds, c'est incroyable de voir ça. Et là, ils comprennent qu'ils ont affaire vraiment, effectivement, au fameux Bigfoot, au fameux Sasquatch dont parlent les Amérindiens. Et quelques jours plus tard, Brisley va quand même se lancer à la poursuite de cette créature. Il va lancer ses 4 chiens sur la piste de Bigfoot, mais les chiens ne reviendront jamais. Ils sont retrouvés quelques jours plus tard, mais malheureusement mis en pièces. On retrouve des morceaux des chiens suspendus dans les arbres. Ils ont été déchiquetés comme si il s'était agi de simples poupées de chiffon par la créature, donc par le Bigfoot. Donc ça, c'est la fameuse histoire qui va mettre sous les feux de la rampe le Bigfoot, l'histoire avec Jerry Crew, avec les empreintes, donc tout ce qui s'est déroulé près donc de cette vallée de Bluff Creek. Voilà, voilà. Alors, après, j'ai fait des recherches sur des témoignages beaucoup plus anciens, et j'en ai trouvé un qui remonte déjà à 1901. Alors, en 1901, nous avons le témoignage de marchand de bois qui s'appelait Mac King. Et Mac King, il était parti explorer le nord de l'île de Vancouver, qui était encore un lieu très très sauvage. Et il avait normalement des employés amérindiens qui auraient dû l'accompagner, mais sachant que il voulait se lancer sur la piste déjà de la créature du Sasquatch, donc ils en avaient une peur bleue et ils avaient refusé de l'accompagner. Donc Mac King, pendant plusieurs jours, il va explorer ce nord de l'île de Vancouver et il va tomber à un moment donné sur une de ces créatures. Il est au sommet d'une colline et en contrebas, il aperçoit près d'une rivière donc un Bigfoot qui est en train de laver des racines et de les mettre en tas. Alors, c'est une créature complètement velue, de couleur sombre, etc. Et il pense au départ qu'il a affaire à un ours, et puis quand il voit la créature nettoyer chaque racine et après la disposer en taille, il se dit mais non, c'est pas possible, ce n'est pas un ours. Il avait déjà épaulé son fusil pensant tuer cet animal, mais quand il avait en plus se redresser et marcher sur ses 2 jambes comme un homme, il s'est dit non, c'est pas possible, ça peut pas être un ours, c'est vraiment une créature très particulière et voilà, ça a été son observation qu'il a rappelé. Et donc, je crois même qu'il avait écrit une attestation à ce sujet. Alors après, j'ai trouvé une autre histoire, un autre témoignage en 1912. Là, c'est un couple, Edwards, qui habitait en Colombie-Britannique. Et ce couple fait une promenade le long d'une rivière de l'île de Nesken et il découvre sur la berge des ossements, des os qui dépassent donc des sédiments, sans doute que l'eau les a découverts, et ils se mettent en devoir de les extraire donc de cette berge, et ils s'aperçoivent que ça va constituer un squelette d'un géant d'environ 2,40 m de haut, donc c'est quelque chose d'assez fantastique. Et ils nous livrent d'ailleurs dans leur témoignage quelques précisions très intéressantes sur ces ossements. Alors, Ernest Edwards, donc le mari, écrit dans une lettre datée de 1941, il écrit « J'ai examiné la mâchoire avec ma femme. Les dents étaient énormes et en parfait état. Aucune carie n'était visible. La mâchoire inférieure était si grande qu'elle s'adaptait facilement autour de mon visage, à la hauteur des pommettes.
Alors après, il nous explique qu'il a emballé dans une caisse dans tous ces ossements et qu'il les a envoyés au musée de Wrexham dans les Galles du Nord en Angleterre. Alors, cette lettre est très très intéressante. Elle est arrivée entre les mains d'Ivan Sanderson. Ivan Sanderson, c'était le pendant, on va dire, anglo-saxon de Bernard Wellman. Lui aussi s'est énormément intéressé à la problématique des hommes sauvages. Et il pensait d'ailleurs que grâce à ce témoignage, il allait pouvoir mettre la main sur ce squelette, du moins aller observer ses ossements. Et il a écrit donc au musée qui était censé détenir ces ossements, et on lui a dit qu'aucun squelette n'avait été enregistré à cette époque. Alors là, Ivan Sanderson, il n'a pas été du tout étonné, parce que voilà ce qu'il nous dit d'ailleurs Ivan Sanderson suite à ses recherches à ce sujet. Les comptes rendus de la découverte de squelettes d'hommes ou d'humanoïdes géants sont extrêmement abondants, et il en est venu de tous les coins de notre continent depuis de nombreuses années. Tous les squelettes se sont évaporés, purement et simplement, comme celui-ci, et il faut le dire très souvent à l'intérieur de musées qui ont accusé réception de la dépouille. J'ai dans mes dossiers une correspondance volumineuse à ce sujet, mais je n'ai jamais réussi à percevoir le moindre ossement. Donc ça signifie qu'il y a carrément une omerta là-dessus, hein, parce que toutes ces preuves sont escamotées. Alors, ça dérange, bien sûr, ça dérange parce que ça va bouleverser notre vision la vision que nous avons habituellement de notre monde. Ça va peut-être aussi bouleverser l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est vrai que c'est un phénomène qui dérange, comme je le disais au début de l'émission. Moi-même, j'ai pu voir déjà comment de simples citoyens étaient perturbés par cette histoire. Alors, j'imagine que les autorités qui veulent maintenir le silence sur ces faits, bon, ben voilà. Et Ivan Sanderson, il en a fait les frais, bien sûr. Il a expliqué que plusieurs fois, il était sur la piste de squelettes, de ces géants, de ces créatures, et à chaque fois, ça a été escamoté, ça a été caché, voilà. Alors, on va continuer bien sûr quelques témoignages à nouveau. Et en 1924, il y a eu une affaire là assez particulière. Ça donnait lieu d'ailleurs à un article en date du 16 juillet 1924 qui est paru dans The Oregonian. Alors, on est là. L'affaire a eu lieu dans le canyon du Singe qui se trouve près du mont Sainte-Hélène, le mont Sainte-Hélène dans l'état de Washington. Et là, on a 5 chercheurs d'or, donc au mois de juillet 1924, et qui ont été attaqués par plusieurs hommes sauvages. Donc, ils étaient sur une hauteur, les hommes sauvages, eux, ils étaient en contrebas. Quand ils ont vu ces créatures, alors ils ont peut-être eu un mauvais réflexe parce qu'ils ont saisi leur carabine, ils ont tiré sur les créatures. Et on pense qu'ils en ont blessé une et peut-être même tué une de ces créatures. Toujours est-il que la réaction des hommes sauvages a été terrible. Ça les a mis dans une colère noire. Ils ont pris carrément des blocs, des rochers pour les projeter sur les mineurs qui ont tout juste eu le temps de se réfugier dans une cabane. Et toute la nuit, ils ont été pilonnés par ces créatures qui ont jeté des grosses pierres sur le toit de la cabane. Et il n'y a qu'au petit matin qu'ils ont pu s'échapper. Il y a d'ailleurs une photo qui est célèbre. On voit deux des chercheurs d'or qui étaient Fred Beck et Roy Smith. On les voit donc dans cette fameuse cabane avec leur carabine à la main, prêts à défendre chèrement leur vie. Voilà. Ça, c'est encore une photo qui a fait le tour du monde. Alors, toujours dans les témoignages, on a aussi le témoignage de Charles Flood. En Colombie-Britannique. Alors Charles Flood, il était avec deux amis. Il
c'était dans la région des monts Holy Cross, plus précisément à Cougar Lake. Alors, euh, je sais pas si je suis assez avec ses amis, ça on le sait pas. Toujours est-il qu'ils sont tombés sur une créature qui mangeait des myrtilles. Alors, c'est une créature d'une taille colossale, entièrement velue. D'ailleurs, au départ, ils ont cru que c'était un ours, mais quand ils ont vu que la créature, d'une main, attirait vers elle les branches et de l'autre main, prenait les myrtilles pour les porter à sa bouche, là, ils ont bien vu qu'il ne pouvait pas s'agir, encore une fois, d'un ours, mais d'un Bigfoot. Et j'en arrive maintenant au fameux film de Roger Patterson qui a été pris le 20 octobre 1967. Alors, à cette date-là, Roger Patterson est en compagnie de son ami Bob Gimlin. Et il a décidé carrément d'aller filmer un Bigfoot. Alors, pour ce faire, il se rend à Bluff Creek, donc la fameuse vallée de Bluff Creek, dont j'ai parlé tout à l'heure, là où Jerry Crew a pris les fameuses empreintes, a fait le boulage, je veux dire, des fameuses empreintes. Donc, on savait qu'il y avait un Bigfoot dans ce coin, ça on le savait depuis très longtemps, et il décide donc d'obtenir une preuve en filmant donc un Bigfoot. Il a pris avec lui une caméra 16 mm. Alors, ils sont tous les deux avec son ami à cheval. Ils arrivent donc près d'un torrent. Et là, il y a effectivement une créature. Ils ont une chance extraordinaire. Ils tombent sur un Bigfoot et un Bigfoot femelle. D'ailleurs, quand tu montreras la photo, on voit bien que c'est une femelle parce qu'on la reconnaît à ses mamelles. Et la créature qui était accroupie près du torrent, à un moment donné, se redresse brusquement en les voyant arriver, naturellement. Et les chevaux ont peur. Et le cheval de Roger Patterson va se cabrer et faire tomber son cavalier. Roger Patterson se retrouve à terre, mais il se relève aussitôt, il saisit sa caméra et il se dirige vers la créature tout en la filmant. En tout, il va tourner 2 minutes. C'est pas beaucoup, mais enfin, ça représente 952 vues quand même. Et ce film, il a été étudié sous toutes les coutures. Il est impossible qu'il y ait eu le moindre trucage. Donc, il s'agit là d'une preuve, que la communauté scientifique devrait reconnaître. On a la preuve non seulement de l'existence de Bigfoot, mais on a des vues d'une netteté vraiment pas parfaite, mais presque, et on se rend très bien compte de ce qu'est cette créature. Et cette créature, elle correspond exactement à la description que j'ai faite en début de l'émission, au niveau de la taille, au niveau du poids, au niveau de son aspect velu. Voilà, donc c'est vraiment une preuve extraordinaire. Et j'ai mon ami d'ailleurs François Dessart qui s'était penché aussi sur ce film. François Dessart, qui est zoologue, biologiste, lui aussi c'est quand même une référence dans le monde de la cryptozoologie. Hein. On doit beaucoup à François Dessart qui a fait de très très importants travaux dans ce domaine. Et il s'est même rendu d'ailleurs aux États-Unis, François Dessart également, pour étudier le Bigfoot, etc. Et il a eu l'occasion justement d'étudier le film et il m'a dit ce film c'est absolument authentique. Il n'y a pas il n'y a aucune raison de le mettre en doute, c'est vraiment un document authentique. Voilà. Et d'ailleurs, Roger Patterson, même sur son lit de mort, il a toujours affirmé que ce film était réel. Quoi, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein, donc ce film, il faudra bien montrer les images donc de ce Bigfoot. Alors, tous les témoignages que j'ai cités se situent dans le passé. Alors on pourrait croire qu'il n'y en a peut-être plus aujourd'hui, mais non, pas du tout. D'ailleurs, il y a
une association qui s'occupe d'étudier le Bigfoot aux États-Unis d'une façon très très sérieuse. C'est la BFRO. BFRO, c'est Bigfoot Field Researchers Organizations. Alors, ces gens-là, euh, qui étudie le Bigfoot depuis 1995. Je crois que c'est la date de fondation de la BFRO. Donc on trouve parmi ces gens des scientifiques, il y en a quelques-uns quand même qui ont l'esprit ouvert, qui s'intéressent donc au phénomène. On trouve des analystes, des biologistes, on trouve des gens qui n'ont pas non plus forcément ces aptitudes scientifiques, mais par contre qui ont une aura de sérieux qu'on ne peut pas mettre en doute. On trouve d'anciens pilotes de chasse, on va trouver des simples passionnés, mais vraiment des gens carrés dans leur travail, voilà, et qui vont s'occuper, la plupart d'entre eux, de recueillir des témoignages. Alors, parmi ces témoignages, alors il y a un site internet de la BFRO qui est très très bien fait. Alors tout est écrit bien sûr en américain. Il faut le traduire, bien sûr, tout ce qu'ils mettent en ligne, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Alors, parmi ces témoignages, bon, j'en ai relevé quelques-uns. Il y en a eu un, notamment en 2014. Ça s'est passé dans le Connecticut. Alors, le témoin, c'était un agriculteur qui vivait donc dans un coin très très perdu. Alors il avait quelques hectares cultivés autour de lui, mais il y avait beaucoup aussi de forêts aux alentours. Et un soir, son chien, qui était un Golden Retriever, s'est mis à aboyer furieusement à l'arrière de sa maison. Alors il était allé voir, et il a vu surgir un troupeau de cerfs et de biches, il y en avait, je sais pas, 6 ou 7, et qui couraient comme s'ils avaient, ces animaux, le diable à leur trousse. Et juste derrière eux, il a vu un Bigfoot, il a vu cette créature qui était d'une taille colossale, puisqu'il il décrit cet être comme dépassant très très largement les hautes herbes. Alors parce qu'on est, si tu veux, au mois de mai 2014, et les herbes sont déjà assez hautes. Elle mesure 1,20 m de haut, d'après son témoignage. Et cette créature donc poursuit ce troupeau de cerfs et de biches. Donc il aperçoit pendant quand même de longues secondes. Hein. Et le soir, après cette apparition, il entend des coyotes hurler au loin. Et au même moment, il entend un hurlement d'une bête dont il n'a jamais entendu le son auparavant. D'ailleurs, il a attribué ce cri, ce hurlement au Bigfoot. Hein. Pour lui, ce n'était pas un animal ordinaire qui pouvait pousser un tel cri. Et le hurlement de la créature a eu pour effet de faire taire les coyotes. Et les coyotes ont sans doute eu peur de ce qu'ils ont entendu, ça les a réduits au silence. Voilà. Et après, quelques temps plus tard, il a observé à nouveau ce Bigfoot. Et là, il était en compagnie d'un ami. Il voyait quelque chose qui bougeait en contrebas d'un champ. Et il a vu la créature se redresser donc au milieu d'herbes qu'il décrit qui mesurait quand même 1,50 m de haut, les herbes, et qui la créature surplombait, mais très très largement. Donc on est avec une créature qui devait mesurer dans les 2,50 m, 2,60 m minimum. Hein. C'était vraiment un géant. Alors ça, c'est le cas de 2014, mais il y en a bien d'autres, tu t'en doutes. En 2016 aussi, j'en ai noté un qui était assez intéressant. Là, c'était le témoignage d'un adolescent. Donc, il était dans la voiture familiale qui conduisait jusqu'à Wichita Falls. C'est une ville qui se trouve au Texas.
Et là, il a vu à travers la vitre de la voiture et sur sa gauche une créature, alors gigantesque. Alors, il a décrit entre 2,13 m et 2,43 m de haut. Alors, 2,13 m, 2,43 m, en fait, c'est la traduction de pieds américains. Hein. Il devait dire entre 7 et 8 pieds, quelque chose comme ça. Mais quand tu traduis en mètres, ça fait 2,13 m et 2,43 m, d'où cette précision. Et donc il a vu cette créature dévaler une pente qui était très accidentée avec des pierres, des rochers, et à une vitesse telle qu'aucun homme n'était capable de descendre cette pente à une telle vitesse, c'était pas possible. Et la créature, il a décrit avec une fourrure noire, de longs bras, de larges épaules, encore une fois, et un crâne de forme presque ovale qui rappelait un petit peu le Yeti là. Et puis alors, j'ai un autre cas très très intéressant, très récent aussi. Alors, c'est arrivé en décembre 2017. Alors, c'est somme toute assez récent, hein, ça fait 6 ou 7 mois, c'est tout. Hein. Il y a des cas encore plus récents d'ailleurs, mais celui-là, j'ai trouvé très intéressant parce que le témoin a vu le Bigfoot, a relevé ses empreintes, il a entendu. On a trois donc témoignages venant du même témoin, mais à des époques différentes. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a eu la chance, on va dire, de tomber sur plusieurs fois, donc sur un ou des Bigfoot. Alors la première fois qu'il a vu un Bigfoot, là il a vu vraiment, c'était donc un soir à 9h30 le soir, durant cet hiver 2017. Donc il roulait sur la County Road 1, ce qui se trouve dans le Minnesota et pas très loin de la ville de Rice. Rice, d'ailleurs, il disait qu'il se trouvait à peu près à 33 km de cette ville. Il venait de quitter la maison de son beau-père. Il roulait la nuit donc, et il a éclairé dans ses phares donc une créature qui a traversé juste devant lui. Et donc cette créature était très très haute, bien sûr. Pour lui, elle devait mesurer dans les 2,40 m de haut. Hein. Il a pu voir également qu'elle avait un torse démesuré, mais un peu comme celui d'un homme. Il a décrit aussi avec des bras très longs. Tout ça, c'est écrit en anglais, bien sûr, et je le traduis. Hein. Des bras très longs qui touchaient presque ses genoux. Hein. Et il estime son poids à environ 500 livres américaines, ça correspond à peu près à 226 kilos. Voilà. Donc ça, c'est l'apparition qu'il a eue. Il a eu aussi, alors là, c'était lors d'une partie de chasse. Et alors c'était pas à la même époque, mais c'était quelque temps avant ou après, je ne sais plus, je me souviens plus. Mais toujours en 2017, hein, naturellement. Alors là, il est tombé sur des empreintes qu'il a photographiées, hein, des empreintes de Bigfoot qui mesuraient, alors ces empreintes, 38 cm de long et 15 cm de large. Alors c'est pareil, ce sont des empreintes qui sont colossales. Il dit que les orteils étaient, la trace des orteils était particulièrement bien visible et la profondeur des empreintes avoisinait les 10 cm. Alors, ce qui laisse imaginer le poids de la créature. Hein. 10 cm dans le sol, c'est quelque chose. Hein. Et puis, une autre fois également, et il a eu l'occasion d'entendre des hurlements et des grognements qui ne correspondaient à aucun animal qu'il pouvait connaître. D'ailleurs, il précise en début de son témoignage que c'est quelqu'un qui connaît très bien la nature, très bien la faune locale, etc. D'ailleurs, c'est un chasseur, c'est quelqu'un qui va souvent en forêt, etc. Et là, les hurlements, les grognements qu'il a entendus, ça, pour lui, ça venait bien sûr de cette créature, du Bigfoot, et c'était quelque chose qu'il avait encore jamais entendu auparavant. Voilà. Donc, tu vois, on a des témoignages qui sont
encore très très récent, il y en a pratiquement tous les jours. Et d'ailleurs, ce témoignage-là, il porte comme numéro, donc c'est le rapport numéro 58 895. C'est donc ça signifie qu'il y a eu sans doute peut-être 60 000 témoignages recueillis sur le Bigfoot. C'est colossal, c'est colossal. Voilà, et le témoignage, il a été recueilli le 13 janvier 2018. Exactement. Voilà, mais je crois que là, j'ai fait à peu près le tour du Bigfoot. Hein. Donc une créature dont on a une multitude de témoignages, dont on a recueilli les fameuses empreintes, hein, qui ont donné le nom d'ailleurs du Bigfoot. On a trouvé aussi, je sais, des poils qui ne correspondaient à aucune créature répertoriée par la science. Hein. Voilà. Donc ça, on ne peut pas nier l'évidence, cette créature existe, elle vit donc en Amérique du Nord, voilà, comme je l'ai dit au début, et c'est un être vraiment d'une taille colossale et qui ressemble par par beaucoup de traits communs au Yéti, parce que les traces de pas sont à peu près similaires, la taille aussi. Je crois qu'il y a juste la tête plus conique qui diffère chez le Yéti. Oui, alors, donc le Bigfoot, effectivement, c'est l'homme sauvage le plus connu. Alors, est-ce que le fait qu'il soit aux États-Unis, c'est aussi un rapport de cause à effet par rapport à la notoriété de cette espèce-là, on va dire? Parce que tout à l'heure, tu as évoqué le Sasquatch au Canada, c'est vrai que on en entend beaucoup moins parler. Mais tout à l'heure, quand tu as fait ton tour d'horizon, il me semble que tu n'as pas cité l'Europe et encore moins la France. Est-ce que nous, en France, on aurait des traces d'hommes sauvages dans nos belles contrées? Absolument. Ah, Par contre, ce n'est peut-être pas une créature comme le Bigfoot, hein, mais il y a effectivement des hommes sauvages velus, très très poilus, des créatures de forte corpulence aussi, et on en entend parler depuis le Moyen Âge. Hein. Et donc, d'ailleurs, il y a eu énormément de représentations d'hommes sauvages en France. On en trouve beaucoup d'ailleurs dans des églises. Je t'ai envoyé d'ailleurs deux photos que j'ai prises moi-même. Alors, notamment la photo d'une miséricorde qui se trouve sur une stalle de la collégiale Notre-Dame à Villefranche-de-Rouergue. Alors, une miséricorde, c'est un motif sculpté hein, qui se trouve sur le siège rabattable d'une stalle. Hein. Et donc, je t'ai envoyé cette photo de miséricorde qui représente un couple d'hommes sauvages. La tête de la femme a été décapitée, mais on voit très bien l'homme sauvage. Euh, complètement velu, les poils sont représentés, il porte une massue et il a aussi le nez retroussé, mais ça c'est une caractéristique qu'on retrouve dans tous les hommes sauvages qui sont représentés donc à cette époque du Moyen Âge. Je t'ai envoyé aussi une sculpture qui se figure sur la cathédrale d'Albi. Pareil, cette cathédrale, elle a commencé à être bâtie au XIIIe siècle et son édification a duré 2 siècles. Donc, mais bon, ce sont des exemples que j'ai dans ma région. C'est pour ça que je suis allé prendre les photos. Mais je peux te dire qu'il y en a dans la France entière et particulièrement dans des églises. Et d'ailleurs, hmm. l'église, elle a, on sait qu'elle a eu aussi une politique d'anéantissement des sauvages, surtout au XIVe et au XVe siècle. Et il m'a été donné aussi de voir. Alors j'ai voulu retrouver cette gravure, mais impossible, impossible. Je sais qu'elle figure sur la couverture d'un livre. C'est une gravure ancienne qui représente un homme sauvage qui est brûlé sur un bûcher. Voilà. Alors, je sais également que ces créatures ont été, certaines de ces créatures ont été capturées. On a voulu les faire parler, mais il y a une caractéristique aussi propre à ces hommes sauvages qui ils ne sont pas doués du langage articulé.
Ils sont incapables de prononcer le moindre mot. Par contre, ils sont très doués pour imiter les cris de tous les autres animaux de la forêt, sans aucun problème. Ils ont une capacité d'imitation extraordinaire pour les autres animaux, mais ils n'ont pas le langage articulé. Et donc ils sont incapables de prononcer un mot, même si ils pouvaient le retenir, ils pourraient pas le restituer. Ce ne sont pas des humains proprement parler. Donc ça c'est une chose certaine, puisque le langage articulé, c'est quand même le propre de l'homme. Et donc, je pense que ces créatures, certaines d'ailleurs ont dû être torturées pour les faire parler, et comme ils étaient incapables de prononcer le moindre mot, malheureusement, la plupart de ces créatures ont fini sur le bûcher. Et sans doute étaient-ils vus par l'Église comme des démons, c'est possible. Enfin, toujours est-il qu'il y a eu un véritable massacre perpétué non seulement en France, mais également dans le reste de l'Europe. Ouais. Excuse-moi Pascal, ce qui est quand même bizarre, parce que du coup, s'ils le représentaient sur certains monuments, c'est qu'à une époque, ils les ont acceptés comme étant on va dire, des enfants du bon Dieu. Ah, pas forcément. C'était peut-être justement pour mettre en garde contre justement ce côté bestial. N'oublie pas que dans les églises, on a aussi énormément de représentations, par De exemple démons, de guerre. de sirènes, de démons, de tout ça. Hein, c'était aussi pour Exact. mettre en garde les paroissiens contre ce genre de créatures. Hein. Et oui. Mais D'accord. alors, par contre, ils étaient parfaitement connus. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la représentation de ces créatures, qui sont vraiment très précises, non seulement on les représente avec un corps très velu, hein, il n'y a que la face qui a un peu moins de poils, mais tout le reste du corps est entièrement couvert de poils, comme et ça correspond donc à des témoignages qu'on a eus, naturellement. Il y a aussi une caractéristique, c'est ce nez retroussé dont je parlerai tout à l'heure, et qui est une caractéristique en fait de l'homme de Néandertal. Voilà. Alors, on va rester au Moyen Âge et je vais te parler du fameux bal des Ardents, parce que c'est une preuve, quelque part, que nos ancêtres au Moyen Âge connaissaient parfaitement ces hommes sauvages. Alors, le bal des Ardents, on va essayer de rappeler assez rapidement l'histoire. Ça s'est passé le 28 janvier 1393, lors d'une fête donnée par la reine Isabeau, hein, en l'honneur d'une des dames qui faisait partie de sa suite. Et cette dame se remariait donc avec un gentilhomme. Mais lors de la fête, il y a eu ce qu'on appelle un charivari. Alors ça, les charivari, c'était pour venir un petit peu troubler ces mariages que l'on disait mal assortis, si tu veux. Hein. Alors c'était une pratique interdite par l'Église, mais bon, c'était un peu dans les mœurs de l'époque d'aller faire des plaisanteries très douteuses, voilà. Et là, lors de ce fameux charivari qui venait perturber, si tu veux, la fête, il y a 6 hommes qui sont rentrés. C'était des seigneurs, et pas que des seigneurs, puisqu'il y avait le roi en personne, Charles VI, qui était présent, et les 5 seigneurs et le roi lui-même s'étaient déguisés en hommes sauvages. Alors, ils portaient des vêtements de lin, sur lesquels avaient été collés des mottes d'étoupe avec de la poix. Alors, ils sont rentrés en poussant des cris de bête, en faisant des gestes obscènes, ils étaient entièrement recouverts, donc de la tête aux pieds, avec ces mottes d'étoupe. Ça faisait des êtres sauvages, velus, etc. Et ça faisait un beau bordel hein, quand ils sont rentrés. Hein. Désolé pour le mot, mais il n'y en a pas d'autre. Et il s'est passé par contre un accident dramatique, c'est-à-dire que quelqu'un a approché une torche trop près de ces seigneurs déguisés, et ils se sont embrasés, surtout avec la poix, tu imagines, ça a pris de suite, le feu s'est propagé de suite, alors d'un homme sauvage à l'autre. Les 6 ont été la proie des flammes. Il n'y a que 2 personnages qui ont été sauvés des flammes.
Ça a été le roi, grâce à la présence du dame de la cour qui l'a recouvert de sa robe et qui a éteint le feu grâce à sa robe. Et un autre seigneur aussi a pu s'échapper de cette mort certaine. Les 4 autres sont morts brûlés vifs. Ça a été une horreur. Et on pense d'ailleurs que le feu, alors il y a plusieurs théories, ou alors ça aurait été un des courtisans qui aurait approché un peu trop près sa torche, un flambeau pour essayer de déterminer qui se cachait derrière ces déguisements. Et on pense que c'est plutôt la suite du duc d'Orléans. Ils sont rentrés dans la pièce, donc dans la salle, les flambeaux à la main, et c'est ça qui aurait provoqué le drame. Enfin, toujours est-il que cet épisode historique, hein, je le rappelle, c'est arrivé le 28 janvier 1393. Donc, cette intervention d'hommes costumés qui venaient mettre la pagaille, c'était une idée d'Yvain de Béarn. Yvain de Béarn qui était le bâtard de Gaston Phébus. Yvain de Béarn, il connaissait très bien forcément les hommes sauvages, puisque il y en a eu dans les Pyrénées pendant très très longtemps, grâce à un témoignage aussi que je rappellerai tout à l'heure. Donc le seul fait de faire ce charivari avec des hommes déguisés en hommes sauvages, ça prouve que nos ancêtres, à l'époque médiévale, connaissaient parfaitement donc les hommes sauvages en question. Voilà. Ils ont voulu les imiter, ils ont voulu se déguiser en ces créatures, voilà. Donc pour moi c'est quand même une preuve de l'existence à cette époque aussi des hommes sauvages, puisque je le rappelle, les costumes faisaient en sorte que les protagonistes étaient entièrement recouverts de poils, comme les hommes sauvages. Ils poussaient que des cris de bêtes. Ils avaient aussi des gestes obscènes. Pourquoi? Parce que les hommes sauvages, ils ont toujours eu cette réputation d'être très portés sur le sexe, voilà. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une histoire que j'ai relevée dans un ouvrage de 1627 qui s'appelle Satire, brute, monstres et démons. C'est un ouvrage qui a été écrit par François Hedelin, qui était avocat au Parlement. Et dans cet ouvrage, il est décrit des velus, et un couple qui aurait été capturé en 16, non pas en 1627, mais enfin à une époque à peu près proche, puisque le livre est sorti en 1627. Donc un couple d'hommes sauvages qui aurait été encerclé dans les forêts de Saxe. Et la femelle aurait été malheureusement tuée par les hommes et les chiens qui se sont jetés sur elle. Et l'homme sauvage, lui, aurait été capturé. Jamais il a pu dire le moindre mot. Hein, ça, c'est donc une des particularités des hommes sauvages, comme je le disais tout à l'heure. Et par contre, on disait de lui qu'il avait une rage d'amour excessive envers les femmes. C'est-à-dire que dès qu'il voyait une femme, il avait envie de lui sauter dessus pour la violer. Ça, c'est la libido exacerbée des hommes sauvages, tels qu'on la décrivait donc à l'époque. Alors, je voudrais aussi puisque j'évoquais tout à l'heure Yvain de Béarn, donc qui vivait dans les Pyrénées, qui avait donc dû approcher vraisemblablement des hommes sauvages, puisque ça lui avait donné l'idée après du charivari dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que dans les Pyrénées, plus particulièrement dans les Pyrénées Atlantiques, donc au Pays Basque, il y a une histoire qui est celle de Jean de l'Ours. Alors, Jean de l'Ours, je vais en faire aussi un rapide résumé. C'est un conte, c'est une histoire locale, mais en fait, on s'aperçoit que cette histoire, on la retrouve, alors c'est ça qui est extraordinaire, à peu près aussi sur tous les continents.
Hein, on la retrouve aussi bien en Amérique du Nord qu'au Japon, en passant par les montagnes kurdes. C'est toujours le même type d'histoire. Alors, à la base, c'est une jeune fille qui se retrouve seule en forêt. On la décrit parfois comme une orpheline, ou alors elle s'est retrouvée séparée de son mari alors qu'elle ramassait du bois, des choses de ce type. Et elle est capturée par un ours. Cet ours qui va la traîner jusqu'à sa caverne, et il va la garder prisonnière. Et au bout de 9 mois, cette fille va enfanter l'enfant de l'ours. Et cet enfant sera doté d'une force colossale. Et c'est lui, donc, le fameux Jean de l'ours. Donc, on sait très bien qu'une femme ne peut pas avoir un enfant avec un ours. Hein, ce sont deux espèces complètement différentes, c'est impossible. Mais si cet ours en question était en fait un homme sauvage, tu comprends où je veux en venir. Donc là, oui, s'il y a quand même un rapprochement surtout si l'homme sauvage en question était un homme de Néandertal. On sait très bien qu'il y a eu des accouplements entre l'Homo sapiens sapiens et l'homme de Néandertal. Ça s'est fait, mais ça s'est fait toujours au détriment de l'homme de Néandertal en fait, parce que le gène de l'Homo sapiens sapiens a toujours pris le dessus sur celui de l'homme de Néandertal. Donc l'homme de Néandertal d'ailleurs a fini par disparaître, contrairement à l'Homo sapiens sapiens. Il se peut donc que cette histoire soit basée sur un fait historique, sur une jeune fille enlevée donc par un homme sauvage. L'homme sauvage l'aura engrossée et elle aurait mis au monde donc un enfant qui tenait aussi quand même, il aurait eu certaines caractéristiques de l'homme sauvage, puisque d'après l'histoire, dès l'âge de 7 ans, l'enfant qui était maintenu prisonnier avec sa mère dans la grotte qui était fermée par une énorme pierre que l'ours, donc l'homme sauvage, plaçait devant l'entrée de la grotte pour les empêcher de sortir, à l'âge de 7 ans, il aurait eu assez de force pour déplacer la pierre. Et après, donc, une fois libre, la femme et son enfant auraient regagné le monde civilisé, on va dire. Et le problème, ça se serait mal passé pour l'enfant parce que l'enfant était l'objet de colibés de la part des autres enfants, peut-être à cause de son aspect physique, peut-être qu'il était très velu aussi. En tout cas, il avait une force colossale et ça se serait très mal passé. À un moment donné, il aurait peut-être même tué un autre enfant de son âge, d'après certaines versions de l'histoire. Il aurait fini d'ailleurs pourchassé par les hommes et il aurait rejoint son père. Et on dit que les deux géants, après, hantant la forêt, plus personne n'aurait osé y mettre les pieds. Alors après, il y a d'autres déroulements de cette histoire, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la base est très intéressante parce que Jean de l'ours ne serait pas le fils donc d'un ours, ce qui est impossible, mais peut-être effectivement d'un homme sauvage, et ce qui aurait donné après naissance à ce conte, à cette tradition qui est parvenue jusqu'à nous. Mhm. Alors on va rester dans les Pyrénées parce que j'ai aussi un témoignage qui est très très intéressant que j'ai retrouvé. Alors, c'est un témoignage qui nous vient de l'ingénieur Leroy, qui était chargé de l'exploitation des forêts de la vallée d'Aspe pour les besoins des chantiers navals. Alors, ce rapport, plutôt ce mémoire, il a été rédigé en 1776. Alors, je vais en faire la lecture parce qu'il est vraiment d'une aide précieuse pour bien comprendre cette problématique des hommes sauvages. Alors voilà ce que nous dit l'ingénieur Leroy. Il n'y a pas 2 ans, c'est-à-dire vers 1774, que les pasteurs voisins de la forêt d'Iraty, proche de Saint-Jean-Pied-de-Port, aperçurent souvent un homme sauvage qui habitait les rochers de cette forêt. Cet homme était de la plus grande taille, velu comme un ours et alerte comme les isards, d'une humeur gaie avec l'apparence d'un caractère doux, puisqu'il ne faisait de mal à rien. Souvent, il visitait les cabanes sans rien emporter. Il ne connaissait ni le pain, ni le lait, ni les fromages.
Son grand plaisir était de faire courir les brebis, de les disperser en faisant de grands éclats de rire, mais sans jamais leur faire de mal. Les pasteurs mettaient souvent leurs chiens après, alors ils s'enfuyaient comme un trait et ne se laissaient jamais approcher de trop près. Voilà. C'est un témoignage pour moi qui est très très précieux, qui date du XVIIIe siècle et qui prouve qu'il y avait encore des hommes sauvages à cette époque-là. Et en fait, des hommes sauvages, il y en a eu encore même jusqu'à une époque beaucoup plus récente, puisque il y a aussi une histoire euh, que l'on retrouve, je crois, dans le journal d'un curé de campagne, il me semble, de Balzac. Et cette histoire euh, aurait vu le jour à Vorep, en Isère, au XIXe siècle. Alors, là-bas, tout le monde en a entendu parler, mais c'est un peu comme un secret dont il ne faut pas que ça s'ébruite cette histoire parce qu'elle était assez terrible. Donc au XIXe siècle, alors on va parler au conditionnel puisque bon, on n'a pas de preuves naturellement, mais donc au XIXe siècle, il y aurait eu toute une petite communauté d'hommes sauvages qui vivaient dans la montagne, qui étaient gardés en servitude par les habitants de Vorep. Ils auraient été 18 hommes et femmes sauvages. Et ils étaient employés, utilisés plutôt, ce sera le terme plus exact, utilisés par les gens de Vorep pour garder le bétail la nuit, pour protéger le bétail des prédateurs. Et le souci, c'est que bon, les hommes du village, parfois, s'intéressaient un peu de trop près aux femmes sauvages. Et un beau jour est arrivé à Vorep un curé. Quand il a eu bruit de cette affaire, il a décidé que les hommes sauvages devaient disparaître. Les hommes et les femmes sauvages. Il y a donc eu un massacre. Les 18 hommes et femmes sauvages auraient été tués, hein, et leurs corps auraient été jetés dans une fosse commune. On ne connaît pas l'endroit et personne, bien sûr, n'en aurait jamais parlé de façon officielle. Mais cette histoire a eu cours pendant pas mal de temps et il y a sans doute un fond de vérité dans ce que je viens de dire. Dans ce qui signifie qu'une communauté d'hommes sauvages aurait vécu encore au XIXe siècle. Donc, comme je le disais, en Isère. Et alors ces hommes sauvages, ça aurait été pour moi également des néandertaliens reliques, comme je vais l'expliquer un peu plus tard. Alors, une dernière chose, parce qu'on pourrait se poser comme question, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des hommes sauvages en France? Eh bien, figure-toi que c'est une possibilité. Enfin, s'il en reste, de toute façon, il doit y en avoir vraiment que très 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 peu, hein, puisque maintenant des zones inexplorées en France, ben, il y en a autant dire pas, et ça serait vraiment très étonnant qu'il y en ait qu'il y a encore des communautés d'hommes sauvages de nos jours, mais il se peut que quelques individus existent toujours. Et pour cela, je vais te parler d'une histoire qui est arrivée en 1994. 1994, c'est pas si vieux. Et ça s'est passé à Ventimille. Ventimille, c'est à la frontière franco-italienne. Alors ça s'est passé du côté italien, et là, il y a un policier italien qui a entendu du bruit, c'était la nuit. Il pensait que c'était peut-être des gens qui essayaient de passer quelque chose en fraude en France, faire comment dirais-je, euh, De la contrebande. voilà, de la contrebande. Et en s'approchant avec sa torche, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme entièrement velu, aussi velu qu'un gorille. Et lorsque la créature s'est redressée, elle était quand même d'une taille assez imposante. Et les deux, aussi bien le policier que la créature, ont été terrorisés et chacun a fui de son côté. Voilà. Et ça s'est passé en 1994. Donc c'est pas si vieux que ça.
Non, effectivement, c'est assez récent et c'est d'ailleurs ça qui est passionnant dans les recherches que tu fais, c'est-à-dire que tu arrives à trouver aussi bien à chaque fois du matériel très ancien à travers des archives, etc., qui donnent des témoignages qui ont très peu de chances d'être ce qu'on appelle de nos jours des fake news. Hein, ça n'a pas été travesti ou manipulé. Bon, on n'est pas à l'abri, mais il y a peu de chances quand c'est très ancien comme ça. Et puis, tu arrives aussi à trouver des cas très récents. Et ça fait la jonction, voilà, c'est assez impressionnant. Alors, tout à l'heure tu l'as évoqué dans ton exposé, la possibilité que ces hommes sauvages soient finalement des descendants de l'homme de Néandertal. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que, voilà, potentiellement, le cousin de nos illustres ancêtres aurait pu survivre d'une façon ou d'une autre jusqu'à aujourd'hui? Oui, absolument. Alors, il faut savoir qu'officiellement, l'homme de Néandertal a disparu il y a 35 000 ans. Donc ça remonte déjà à un certain temps. Mais comme nous allons le voir, on a d'abord la preuve qu'il était toujours présent il y a 15 000 ans. Pourquoi? Euh, Tout simplement parce que on a une représentation de l'homme de Néandertal euh, que l'on retrouve dans une grotte. Toujours pareil, hein, on est dans les Pyrénées là aussi. Hein. C'est dans la grotte d'Isturitz. Ça se trouve toujours pareil dans les Pyrénées-Atlantiques. Et cette grotte, elle est exceptionnelle parce qu'on y a trouvé d'abord la gravure d'une tête d'homme de Néandertal qui est représentée avec le nez complètement retroussé. Je t'ai envoyé d'ailleurs le dessin hein, de cette grotte qui date, le dessin date du Magdalénien, donc on est entre 17 000 et 12 000 ans avant notre ère, donc on va dater en gros de 15 000 ans. Et on a trouvé aussi dans cette grotte d'Isturitz, on a trouvé un os gravé. Et voilà, donc j'ai dû t'envoyer également le dessin. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit sur cet os gravé? On voit d'abord sur une face donc des bisons qui étaient chassés puisqu'on voit les pointes de flèches, donc qui étaient chassés, qui étaient tués pour la nourriture. Et sur l'autre face, qu'est-ce qu'on voit? On voit des hominidés avec le nez retroussé là aussi, donc c'est un homme de Néandertal. Et ils sont représentés velus, on voit aussi des poils, mais également des flèches. Ce qui signifie qu'ils étaient chassés par l'Homo sapiens sapiens, enfin par l'homme de Cro-Magnon, comme du bétail, hein, enfin comme du bétail, comme du gibier, je veux dire. Et on notera aussi une caractéristique, on s'aperçoit qu'il y a comme une sorte de collier. En fait, ce n'est pas un collier, c'est plus et des bracelets. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est plutôt des cordes. Les pieds sont liés, les mains sont liées. Donc, ils étaient chassés, alors et capturés pour servir de quoi? D'esclaves ou de nourriture, même pour l'homme de Cro-Magnon, pourquoi pas. Donc, ce dessin qui date de 15 000 ans est très, très, très intéressant. Voilà. Alors, je t'ai envoyé également la représentation d'un homme de Néandertal qui est complètement fausse et c'est pourtant la communauté scientifique qui nous le présente de cette façon. Cet homme de Néandertal qui nous ressemble quelque part, mais en fait pas du tout parce que on s'aperçoit que il est représenté avec une tête semblable à la nôtre, à part bien sûr les arcades sourcilières un peu plus proéminentes, mais on le représente avec un nez comme un nez humain. Mais là, c'est une erreur dramatique. Et là, c'est pareil. J'ai un schéma qui l'explique, un croquis qui l'explique très bien. Et alors, ce croquis, on le trouve dans l'ouvrage de Banner Ovelman, c'est Boris Porchnev, qui s'appelle L'homme de Néandertal est toujours vivant. Là, tu as le crâne d'un chimpanzé. Ça, c'est le crâne d'un Français récent, hein. Et ça, c'est le crâne d'un Néandertalien. Et quand tu regardes les os du nez, ben, tu t'aperçois que, en fait, l'homme de Néandertal avait les narines donc proéminentes et qui étaient vraiment
pratiquement à la verticale, hein, et donc ça faisait un nez retroussé. Voilà. Donc l'homme de Néandertal avait forcément un nez retroussé. On a la preuve avec, si tu veux, ces figurations de comment devait être le nez de ces trois crânes que nous avons là sous les yeux. Voilà. Donc ça, c'est une preuve là aussi que on s'est, enfin, ceux qui ont voulu nous représenter l'homme de Néandertal se sont complètement trompés. Et puis nous avons aussi une découverte qui a été faite par Bernard Heuvelmans et Sanderson, Ivan Sanderson, qui ont étudié une créature qui était exposée dans une fête foraine, qui était exhibée dans une baraque foraine et qu'ils ont baptisé du nom d'homme pongoïde. Pourquoi? Parce que pongoïde, ça veut dire pongoïde, l'homme à l'aspect de singe anthropoïde. Il faut savoir d'ailleurs que les grands singes anthropoïdes sont appelés les pongidés, voilà. D'où le terme d'homme pongoïde. Et l'homme pongoïde, qui est exhibé donc par un certain Frank Hansen, il était dans une sorte de caisson réfrigéré, il était sous une couche de glace, mais ils se sont aperçus que c'était une créature authentique, hein, c'était pas un mannequin habilement maquillé, non, non, c'était une créature, on voyait très bien qu'elle avait été tuée. Il y avait une blessure au bras notamment, et puis elle commençait à exhaler une odeur déjà de putréfaction parce que peut-être que la réfrigération ne se faisait pas très très bien tout le temps. Et on a des dessins qui ont été faits là encore par Annika Lindberg, qui est une artiste qui est une artiste de talent, elle doit être assez âgée j'imagine maintenant, qui était la femme de Bernard Heuvelmans. Et voilà l'homme pongoïde, hein, tel qu'il a été dessiné par Annika Lindberg. Alors ça, c'est ce que l'on voyait, la créature dans son entier, donc dans le caisson réfrigéré. Donc on voit bien une créature entièrement velue et le nez retroussé, là encore, hein, on le voit très très bien. Et en plus, cette créature a une sorte de, c'est pas un double menton, mais une espèce de, peut-être de sac vocal, hein, voilà, qui aurait été une autre caractéristique de l'homme de Néandertal. Donc ça, c'est pareil, c'est une découverte qui est très très intéressante et qui prouverait que l'homme de Néandertal donc vivra encore de nos jours, parce que il faut savoir que l'homme pongoïde, qui a été étudié pendant 2-3 jours par Sanderson et Heuvelmans, il était exposé en 1968, ce mois de décembre 1968, que ces deux savants sont allés donc étudier le cadavre de cette créature. Voilà, donc on sait maintenant pertinemment bien à quoi devait ressembler l'homme de Néandertal. On l'a vu d'ailleurs grâce donc au crâne qui présentait des caractéristiques telles que le nez devait être forcément retroussé. On sait que l'homme de Néandertal, si c'est un homme de Néandertal, bien sûr, qui correspond à l'homme pongoïde, est entièrement velu, hein, donc ce qui correspondrait donc à beaucoup d'hommes sauvages dont on a entendu parler. On s'aperçoit aussi au niveau de la longueur des doigts qui sont assez démesurés et avec une faible opposabilité du pouce par rapport aux autres doigts. Voilà, tout ça, on a des caractéristiques qui correspondent donc à l'homme de Néandertal tel qu'il devait être et qu'il est peut-être encore d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il doit y avoir des survivants encore bien sûr de cette espèce qui est censée avoir disparu, comme je le répète, il y a 35 000 ans. Alors il y aurait peut-être aussi une autre piste, ça s'appellerait l'homme de Mano. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ce sont des ossements qu'on aurait retrouvés dans une grotte au nord-ouest d'Israël, en Galilée. Visiblement, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens sapiens se seraient rencontrés à cette époque, c'est-à-dire il y a moins 55 000 ans, dans cette zone-là.
et il y aurait eu potentiellement de l'hybridation, et le crâne qu'ils auraient retrouvé, que les paléontologues auraient retrouvé, qu'ils auraient surnommé donc du nom de la grotte où il a été retrouvé, l'homme de Mano, serait peut-être un hybride. Alors on pourrait très bien imaginer que finalement cet homme sauvage soit pas tout à fait Homo sapiens sapiens, mais soit plus évolué qu'un homme de Néandertal qui finalement lui s'est peut-être tout à fait éteint il y a moins de 35 000 ans, et que ce serait une hybridation entre ces deux espèces, en tout cas entre ces deux races, on va dire, qui aurait pu survivre jusqu'à une époque encore très, très proche. Alors, si tu veux, pour moi, les Néandertaliens reliques qui vivraient encore de nos jours sont de véritables hommes de Néandertal, hein. Alors, qu'il y ait eu une hybridation, oui, ça, il y en a eu. Eh ben, on en a eu sans doute le cas avec Zana, parce que je pense que Zana, qui était vraisemblablement un Almasti, était peut-être un homme de Néandertal, enfin une femme de Néandertal plus précisément. Et on sait que les hommes qui l'ont violé, des hommes, des humains qui l'ont violé, il y a eu après des Oui, naissances, hein, voilà. c'est ça, il y a eu Il y a quatre enfants. qui ont Oui, c'est ça. survécu, voilà, 4 enfants qui ont survécu, et le dernier avait, je crois, c'était le fils cadet, qui avait cette caractéristique d'avoir une force herculéenne, et en plus, il était capable d'imiter les cris de tous les oiseaux, ouais. Ouais, c'est ça. 4 enfants, et puis surtout des petits-enfants, parce que quand deux races ne sont pas complètement compatibles, ça, la descendance est stérile, hein, il ne peut pas y avoir de descendance successive. Là, le fait qu'il y ait eu des enfants et des petits-enfants, et puis ça continue, hein. Maintenant, il y a la lignée qui continue. Comme je l'ai dit, par contre, c'est le gène de l'Homo sapiens sapiens qui a écrasé le gène de l'homme de Néandertal, puisque tous les enfants de Zana, ils ressemblaient à des humains comme toi et moi. Ils étaient doués d'un langage articulé, voilà. Et d'ailleurs, je sais d'ailleurs que les premiers bébés qu'elle a mis au monde, Zana, elle avait l'habitude de les plonger dans l'eau froide d'un torrent, dans l'eau glacée d'un torrent pour les nettoyer, et ils mouraient. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, à chaque naissance, on lui enlevait ses enfants pour qu'ils subissent pas le même sort, hein. Et ces enfants, donc, étaient d'une configuration plus humaine qu'autre chose. Alors, il y avait juste, je te dis, euh, quelques traits, on va dire, peut-être caractéristiques du néandertalien, qui se voyaient surtout dans le fils cadet, qui était doté d'une force herculéenne, comme je l'ai dit, et qui en plus avait une faculté pour imiter les cris des autres animaux. Et d'ailleurs, ça serait une des caractéristiques aussi des hommes sauvages. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils n'ont pas le langage articulé, ils peuvent pas prononcer des mots comme les humains, mais ils sont capables d'imiter tous les autres animaux de la forêt, hein, sans aucun problème. Voilà. On a fait le tour. Eh ben, écoute, c'était vraiment très intéressant ce tour d'horizon des hommes sauvages. Voilà, comme quoi, moi en tout cas, j'ai appris encore une fois beaucoup de choses ce soir. Il y a beaucoup de détails que je ne connaissais pas, et d'espèces que tu as citées aussi que je ne connaissais pas. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail de recherche à faire sur ces hommes sauvages. Eh bien écoute, Pascal, moi je te remercie d'être passé pour cette causerie. Mon homme sauvage préféré, moi, il s'appelle Java, je ne sais pas si tu le connais, c'est le fidèle compagnon d'un personnage de bande dessinée qui s'appelle Martin Mystère. Et on va finir donc... Eh bien, on finira sur cette image. Alors, Petit clin t'as d'œil aussi, à... par contre, dans Star Wars, t'as Chewbacca qui ressemble un peu Eh au ben, King. exactement. Voilà. Peut-être que George Lucas s'est inspiré des hommes sauvages pour créer le mythe de Chewbacca. Oh oui, c'est fort possible. En attendant, bah écoute, je te remercie d'être passé, je te dis à très bientôt. Et puis vous aussi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Voilà, fidèle au poste. À très bientôt sur Miasme TV. Ciao, ciao. Allez, bonsoir à tous et à toutes.